Bienvenue à chacun de vous pour ce webinaire donc intitulé « Développer ses compétences et préserver sa santé au travail, un enjeu à tous les âges ». Voici le programme de cette heure de webinaire. Quelques mots de présentation de l'ARACT. Bienvenue à nos trois grands témoins que sont Madame Jeanne Thébault, Monsieur Ludovic Le Goupil et Madame Virginie Darras. Pour les présenter, Madame Jeanne Thébault, donc vous êtes enseignante chercheuse en ergonomie, vous êtes à l'Université de Lille et vous êtes rattachée au laboratoire Psytech. Vous êtes membre d'un groupement d'intérêt scientifique CREAPT, CREAPT pour Centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail. Merci pour votre présence à ce webinaire et votre contribution par vos apports et votre expertise sur le sujet. Bienvenue à Monsieur Ludovic Le Goupil. Vous êtes chargé de mission santé et conditions de travail, référent prévention des risques professionnels et handicap au centre Oscar Lambret de Lille. Merci à Madame Baud, DRH d'Oscar Lambret, d'avoir accepté que le centre Oscar Lambret apporte un témoignage concret en lien avec ce sujet. Et puis, Madame Darras, Madame Virginie Darras, bienvenue à vous. Vous êtes responsable formation de la filière RH au CNAM de Lille et le sujet senior est un sujet abordé dans la formation RH. Vous allez nous en parler. Après donc les interventions de chacun de ces grands témoins, nous vous donnerons un point de vue rapide de l'ARACT, vous présenterons rapidement notre offre de service et ouvrirons quelques pistes qui sont et synthèse et en même temps réflexion pour la suite. Merci particulier à Madame Delphine Legrand, chargée de com à l'ARACT Hauts-de-France, pour ses conseils et ses apports, pour la diffusion des invitations et pour l'organisation technique de ce webinaire. Voilà, on va essayer de prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur le sujet et puis on va aussi être confronté à des situations concrètes, celles qui se présentent dans les organisations et les entreprises et c'est autour de cela qu'on va réfléchir ce matin ensemble. Nous sommes heureux d'être avec vous ce jour et je laisse la parole à Catherine Rémy qui vous donne quelques mots de présentation de l'ARACT. Merci Catherine. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Catherine Rémy, donc je suis en charge du transfert à l'ARACT sur les locaux d'Amiens. Donc, je vais vous présenter l'ANACT. Donc, l'ANACT est un établissement public sous la tutelle du ministère en charge du travail administré par l'État avec les partenaires sociaux. Elle a été créée il y a une cinquantaine d'années. Elle est composée d'un siège national qui se situe à Lyon et de 16 agences régionales. Donc, ces 16 agences régionales développent des projets d'amélioration des conditions de travail adaptés aux besoins de leur territoire en associant les représentants des salariés et des directions. Le réseau ANACT-ARACT a une mission de service public qui est précisée par décret du 31 juillet 2015, qui dit que le réseau a pour vocation d'améliorer les conditions de travail en agissant à la fois sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Les modes d'action sont très variés. Cela passe par des accompagnements en entreprise. Alors, pour une structure de façon individuelle ou plusieurs en action collective, ces actions et ces accompagnements permettent l'expérimentation de terrain avec les représentants des salariés et des directions pour produire l'ensemble des outils et méthodes que nous transférons ensuite sous la forme de formation, actions de sensibilisation, pour aider les organisations, et en particulier les TPE-PME, à concilier la qualité de vie et les conditions de travail et la performance des organisations, mais également anticiper les évolutions du travail. Nous concevons et animons également des dispositifs territoriaux et sectoriels. Nous avons aussi une activité de veille et d'études. Avec 3 idées qui sous-tendent nos actions, c'est l'organisation du travail comme déterminant essentiel de la qualité des conditions de travail, la qualité du dialogue professionnel et la possibilité de faire un travail de qualité qui contribue au développement des personnes, mais aussi à la performance globale des organisations. Alors, le réseau ANACT-ARACT expérimente, conçoit et impulse des méthodes d'amélioration des conditions de travail qui répondent à la fois
à des commandes publiques, c'est-à-dire à des demandes ministérielles qui viennent du plan santé-travail ou d'organismes publics, mais qui répondent aussi à des demandes sociales, c'est-à-dire aux entreprises, aux partenaires sociaux ou encore aux branches professionnelles, en agissant encore une fois sur l'organisation du travail, le dialogue social, le développement des compétences et en s'appuyant sur des approches qui sont participatives, la prise en compte du travail réel et l'accompagnement des changements. Je vais laisser la parole à Jeanne Thiébaut. Alors, bienvenue Jeanne. Juste pour peut-être situer quelques éléments de contexte par rapport à votre intervention, vous allez nous parler de la transmission des compétences. Vous nous avez dit que cette transmission des savoirs professionnels occupe une place importante et on le partage bien évidemment dans les préoccupations des pouvoirs publics, mais également au niveau des partenaires sociaux et des entreprises. Cette transmission des savoirs professionnels a été mise en avant par plusieurs textes structurants, notamment à propos de l'emploi des seniors, tel l'accord ANI, dont l'article 10 est consacré à la transmission des savoirs. Vos travaux portent donc sur cette question de la transmission des savoirs professionnels en situation de travail. Je crois que cet élément-là est essentiel. En tant que membre du CREAPT, voilà, vous participez aux réflexions au sein de l'équipe dont font partie Serge Volkoff, Corinne Godard et Catherine Delgoulet, que nous saluons. Voilà, vous allez nous aider à nous situer sur la transmission des savoirs professionnels en évoquant les enjeux. Qu'aimeriez-vous partager avec nous ce matin ? On vous laisse la parole, Madame Thiébaut. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Catherine à l'instant, du coup, je vais peut-être commencer par vous présenter ici des éléments sur ce GIS CREAPT, donc qui est un groupement d'intérêt scientifique et qui est le centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail. En fait, c'est un partenariat d'une vingtaine de partenaires, donc des ministères, des entreprises, des institutions et également des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, finalement, qui travaillent ensemble autour d'une thématique commune, celle des relations âge, expérience, santé, travail. Donc l'objectif, c'est de produire des connaissances, de les mutualiser et de les diffuser, donc selon un programme scientifique particulier. Donc le mandataire de ce GIS est le CNAM, mais l'équipe se compose de chercheurs, enseignants-chercheurs de différentes disciplines, principalement des statistiques et de la démographie du travail et de l'ergonomie, mais on y retrouve aussi des collègues économistes, des sociologues. Donc, pour votre information, j'ai voulu aussi vous donner ici cet élément, car l'équipe propose chaque année un séminaire au mois de mai qui aborde les questions en lien avec l'actualité. Par exemple, l'an dernier, le séminaire portait sur la question des fins de vie actives à l'épreuve des conditions de travail. Le prochain séminaire aura lieu, comme c'est inscrit ici, en mai 2024. Et pour votre information aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister au séminaire précédent, les actes sont disponibles sur le site du CEET. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des éléments qui sont issus de travaux croisés que j'ai pu réaliser avec, comme l'a dit la collègue aussi, des collègues de l'équipe du CREAPT, donc Serge Volkoff, Corinne Godard, Annie Jolivet, économiste, Catherine Delgoulet et aussi Valérie Zaramélan. Donc, c'est des collègues que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser ou de rencontrer sur ces questions de relations âge, expérience, santé, travail. Donc la thématique sur laquelle je travaille plus directement est celle de la transmission des savoirs professionnels. Donc c'est pour ça que j'ai été invitée aujourd'hui. J'ai principalement travaillé cette thématique auprès de personnel soignant, donc des aides-soignantes et des infirmières en milieu hospitalier. Mais nous avons eu la possibilité avec les collègues du CREAPT et aussi avec des collègues québécois notamment, de pouvoir croiser nos regards sur cette thématique à partir de recherches et études réalisées dans différents secteurs d'activité assez variés. Donc l'hôpital, j'en parlais, mais aussi bâtiments et travaux publics, le cinéma, la pétrochimie, les structures de fête. Et donc nous avons eu l'occasion de formuler finalement des constats communs. Donc je vous ai mis ici quelques références bibliographiques qui seront accessibles dans le diaporama final. Et donc je vais vous parler des éléments qu'on a pu formaliser ensemble avec les collègues, donc en vous proposant cette approche croisée.
Donc, je vais aborder les 3 points qui sont présentés sur cette diapo, en commençant par les politiques publiques qui ont affiché depuis quelques années une préoccupation assez importante pour la thématique de la gestion des âges au travail et aussi de celle de la transmission en milieu de travail. Donc, si je fais un historique, on retrouve des enjeux dans différents dispositifs. Donc, on retrouve l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors et l'obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc la GPEC en 2005. On retrouve après l'incitation à négocier en faveur de l'emploi des travailleurs âgés en 2008, puis la loi de 2009 sur les accords seniors et la présence d'un volet tutorat. Les ANI ensuite d'avril et de juillet 2011 qui concernent cette fois-ci la formation et l'emploi des jeunes. Et puis la loi du 1er mars 2013 sur le contrat de génération, qui était un dispositif qui proposait d'articuler 3 objectifs: l'intégration durable des jeunes dans l'emploi, le maintien en emploi et le recrutement de travailleurs âgés, et la transmission des savoirs et des compétences. Donc le préambule du projet de loi mentionnait également le développement d'une gestion active des âges en entreprise, facteur de compétitivité et de performance pour les entreprises. J'ajouterai aussi à ce panorama, dans une autre dimension, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite loi Avenir, qui, elle, a réformé la formation professionnelle et a mis notamment en avant les actions de formation en situation de travail, les AFEST. Donc, un ensemble de dispositifs où la transmission, en fait, est censée concourir à l'articulation entre l'insertion des jeunes dans l'emploi et l'emploi des seniors, et qui présente les situations de travail comme moyen de formation. Donc, c'est ici le rôle des entreprises au regard des enjeux de professionnalisation qui est souligné. Ce que je voulais mettre en avant aussi aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ces politiques publiques, on rencontre aussi de forts enjeux locaux en termes de compétences clés, et qu'il y a finalement un gros travail d'identification des enjeux locaux au sein de chaque institution à réaliser. Et du coup, on a formulé ces éléments-là avec Annie Jolivet, en mettant en avant finalement une diversité de situations préoccupantes qui doivent être envisagées en termes de transmission, compte tenu du contexte d'évolution démographique et des évolutions du monde du travail. Parmi ces différentes situations, il peut s'agir d'un métier ou d'un poste où beaucoup de départs sont prévus en même temps, ou que très peu de personnes occupent, en particulier lorsqu'il est difficile aussi de recruter et ou de fidéliser les recrues. Mais il peut s'agir aussi de métiers, de postes qui nécessitent une longue période d'apprentissage et pour lequel l'expérience professionnelle est longue à construire. Il peut s'agir dans un autre cas aussi de métiers, postes pour lesquels il n'existe pas de formation initiale et qui nécessitent pourtant des compétences spécifiques. Et là, c'est l'entreprise, la structure qui doit alors totalement assurer cette formation. Il peut aussi s'agir de métiers, d'emplois, de compétences qui sont exposés à des évolutions et qui nécessitent des actions de formation particulières. Et puis, dans un registre beaucoup plus proche de l'activité de travail, donc ce qui va davantage m'intéresser en tant qu'ergonome, mais on identifie des compétences indispensables à la performance, à la qualité, à la fiabilité des installations, à la santé et la sécurité des personnes, qui sont des compétences autres que les savoirs techniques des métiers dont on peut entendre parler. C'est le cas par exemple des savoir-faire de prudence ou des compétences collectives qui sont le plus souvent tacites. Alors ainsi, quand on regarde plus finement ce qui se passe en situation, donc avec une approche d'analyse du travail fine, cela nous a amené, dans les échanges aussi avec les collègues, à proposer des déplacements de points de vue vis-à-vis des différentes dimensions ou facettes de la transmission que finalement j'ai proposé de formaliser sous cette présentation en forme de tableau, avec à gauche des éléments qui sont identifiés comme des idées reçues, des croyances, des a priori que l'on rencontre assez souvent encore aujourd'hui sur la question de la transmission, et à droite, les déplacements qu'il nous semble nécessaire d'opérer dans les situations.
Alors, 6 éléments sont mis en avant ici dans ce tableau. La première dimension concerne le process lui-même, c'est-à-dire que le plus souvent, encore aujourd'hui, la question de la transmission est plutôt envisagée en termes de transfert, comme si on allait transposer des savoirs de manière assez automatique et naturelle par simple côtoiement de personnes en situation, et on identifie plutôt des périodes assez limitées dans le temps. Or, ce qu'on a vu dans les situations, c'est que il s'agit plutôt d'un processus qui a lieu dans le temps, et comme une activité finalement qui se co-élabore entre les protagonistes au fil du temps et au fil des rencontres entre les personnes, et c'est une activité qui doit s'articuler et trouver sa place dans l'activité de production et de travail. Donc il est assez difficile finalement de pouvoir anticiper et prévoir des choses, mais il est important de pouvoir lui donner son espace. Le deuxième élément présenté ici concerne une approche qui, la plupart du temps, envisage les questions de transmission en termes de génération, de relations intergénérationnelles, et le plus souvent, malheureusement, c'est l'idée de conflit qui est mise en avant, avec l'identification de caractéristiques qui seraient associées plutôt aux jeunes ou de caractéristiques associées plutôt aux seniors. Ce qu'on a pu voir dans les différentes recherches et études menées, c'est qu'on aurait tout intérêt à prendre davantage en compte la diversité des parcours en termes d'hétérogénéité des âges, des anciennetés, des expériences, notamment par les chamboulements, on l'a vu dans les parcours professionnels, avec des changements de production, des changements d'organisation qui finalement coupent les perturbent finalement les parcours qui ne sont plus linéaires dans une même structure ou dans plusieurs structures. Et donc du coup, tout le monde peut se retrouver à un moment donné nouveau dans une situation de travail qui, elle, change. La troisième dimension concerne finalement le déroulement de cette transmission, et on l'identifie le plus souvent d'une manière unilatérale, c'est-à-dire que c'est soit l'ancien qui apprend au nouveau, soit quand on parle des nouvelles technologies, des nouveaux qui peuvent apprendre aux anciens, mais il manque cette dimension plutôt de réciprocité, de mutualisation, où finalement envisager la transmission nécessite aujourd'hui de pouvoir davantage mettre en avant l'enrichissement mutuel plutôt que des aspects unilatéraux. Sur le déroulement également, on a tendance à mettre l'accent sur le déroulement de la transmission en termes de binôme entre deux personnes. Or, ce qu'on a pu voir dans les différentes situations, c'est qu'il s'agit davantage finalement de dimensions beaucoup plus collectives que ce binôme au sein d'équipes, au sein de collectifs de travail, qui permettent de manière plus ou moins directement participer finalement à cette transmission, soit en y participant, soit en organisant le travail pour permettre à d'autres de pouvoir prendre le temps d'expliquer des choses aux nouveaux arrivants. La cinquième dimension concerne les contenus, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, avec l'accent qui est mis aujourd'hui sur davantage des savoirs techniques qui sont identifiés comme des procédures qui seraient homogènes et donc transférables assez simplement. Or, ce qu'on a vu et ce qu'on met en avant, on parlait tout à l'heure aussi de prise en compte du travail réel, et dans une approche d'ergonome, on peut montrer que les contenus des pratiques professionnelles s'articulent finalement autour de savoirs professionnels qui prennent en compte des arbitrages et des aspects de variabilité des situations, et que c'est important de pouvoir les identifier en situation. Et pour finir, ce qui peut ouvrir aussi la discussion, c'est que on a tendance encore trop souvent aujourd'hui à attribuer les réussites ou les échecs de cette transmission aux caractéristiques individuelles des personnes, avec l'idée qu'il y a des attitudes plus ou moins positives ou négatives dans l'idée de participer à la transmission. Or, ce qu'on a plutôt identifié dans nos travaux, c'est que au-delà des aspects individuels, ce qu'il est important de mettre en avant et de travailler collectivement, c'est davantage de réfléchir aux conditions d'organisation
pour aider à soutenir et à organiser finalement la transmission. Et ça passe par des échanges entre des acteurs qui aujourd'hui ont plutôt tendance à travailler sous forme de silos, mais plutôt à travailler aujourd'hui en collectivité, notamment les services de ressources humaines, les services d'organisation du travail et les services qui proposent et qui s'occupent de la formation dans les institutions. Donc voilà les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui pour les mettre aussi en discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jeanne, pour votre présentation. Finalement, on peut montrer l'importance de s'intéresser au travail, au contenu du travail et aux conditions d'exercice de l'activité. Et c'est bien le travail, finalement, qui est au centre du questionnement. Alors, tout ceci, probablement, s'organise, se prépare, s'anticipe. Alors, je laisse la parole à Catherine, qui va pouvoir rebondir sur ce point-là. Comment, finalement, on peut organiser, préparer, anticiper tout cela au sein des organisations. Catherine, je te laisse introduire le propos suivant. Merci. Oui, merci. On va donc laisser la parole à Ludovic Le Goupil du côté employeur, entreprise. On va se tourner vers le centre Oscar Lambré. L'accompagnement des personnes expérimentées, c'est ainsi que porter attention au public senior. Cette terminologie est celle utilisée dans le cadre de votre accord interne, qui a été renouvelé plusieurs fois au sein d'Oscar Lambré. Vous avez une politique de maintien en emploi des seniors salariés expérimentés. Quels sont, selon vous, les points essentiels à considérer et les actions à mettre en place lorsqu'on se trouve face à un problème de santé qui impacte la situation de travail ? Quel message, finalement, quelle information souhaiteriez-vous partager avec nous ? Et plus spécifiquement sur le volet maintien en emploi. Je vous laisse la parole, Monsieur Le Goupil, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à ce webinaire. Avant de commencer du coup la présentation sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous propose de commencer par une petite présentation du centre Oscar Lambré afin de situer un petit peu la structure. Du coup, nous sommes un centre de lutte contre le cancer, un CLCC, voilà, membre du groupe Unicancer. Nous sommes le centre de référence régional spécialisé en cancérologie et premier établissement de recours pour la prise en charge des cancers. Et nous avons le statut d'ESPIC, c'est-à-dire un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires pour les patients que nous suivons. Les missions, donc nos missions se tournent, donc ce sont de 3 ordres. Tout d'abord le soin, bien sûr, afin de proposer une prise en charge globale, personnalisée, pluridisciplinaire aux patients. Nous accueillons plus de 24 000 patients par an, dont 7 500 nouveaux patients. Ensuite, un des piliers, c'est la recherche. L'objectif est de favoriser l'innovation, permettre d'offrir aux patients, bien sûr, les techniques, les progrès les plus récents dans la prise en charge du cancer. Et également, donc le 3e pilier, c'est l'enseignement. Nous sommes ici sur la transmission des savoir-faire, des expertises, voilà, à travers notamment l'enseignement universitaire, post-universitaire, mais aussi sur la formation professionnelle via notre institut de formation qui est ouvert aux professionnels de santé de la région, mais aussi au-delà. Alors, quelques chiffres sur notre activité. Donc, on est plus de 1000 salariés. Nous accueillons une 60aine d'internes de spécialité. Voilà, et donc plus de 24 000 patients accueillis chaque année, dont 7 500 nouveaux. Voilà, et donc un budget qui représente environ 105 millions en 2021. Pour finir sur quelques données du centre, donc chaque année les équipes prennent en charge 2000 cancers du sein, 900 cancers gynécologiques, 1500 cancers digestifs et ORL, également donc 600 cancers du poumon. Voilà un petit peu pour vous situer la structure. Donc je vais maintenant pouvoir passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc à savoir la prévention des risques professionnels, la santé au travail et les seniors. Bon, j'ai voulu repartir d'une définition assez simple de l'INRS par rapport à la prévention des risques professionnels, donc qui définit
les risques professionnels comme l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés et bien sûr améliorer les conditions de travail pour tendre au bien-être au travail. Donc c'est vrai qu'à travers ces définitions, on voit qu'une politique globale de prévention des risques professionnels est nécessaire. Le point incontournable pour avoir une bonne politique de prévention, c'est tout d'abord l'évaluation. Bon, je pense que ça, je vais rien apprendre à personne, mais c'est vrai que voilà, ça passe obligatoirement par l'évaluation des risques et donc l'élaboration du DUERP. Voilà, en collaboration bien sûr avec l'ensemble des acteurs. J'ai voulu également partir de l'usure professionnelle. Donc c'est vrai, une seconde notion importante. Donc je suis allé chercher du côté de l'ANACT qui définit l'usure professionnelle donc, comme un processus d'altération de la santé des agents, des salariés, dans une ou plusieurs des dimensions suivantes. Donc la dimension physique, la dimension psychologique et psychique, mais également la dimension sociale. Bon, je pense que ça n'aura échappé à personne. La récente réforme de la retraite, toute récente, va avoir un impact sur l'allongement de la vie professionnelle, qui va avoir pour effet d'accroître le nombre de salariés de plus de 50 ans au sein des organisations. Et c'est vrai qu'il convient d'adapter leurs conditions de travail. Les enjeux liés à cet aménagement, à cet allongement de la vie professionnelle sont multiples. Tout d'abord, l'employabilité, la valorisation de l'expérience, le développement des compétences, puisque voilà, à n'importe quel âge, on peut développer ses compétences et on doit développer ses compétences. La santé au travail, bien sûr, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la prévention de l'usure et l'engagement. Donc le constat qu'on a fait au centre Oscar Lombré en 2021, c'était que plus d'un quart de l'effectif avait plus de 50 ans, un tiers de l'effectif plus de 45 ans. Donc bien sûr, ce qui représente un potentiel important en matière d'expérience, mais qui demande aussi une politique adaptée. C'est pour cela qu'en 2021, en décembre 2021, on a signé un accord donc on a intitulé Salariés expérimentés. Voilà, et on est engagé également depuis 2019 auprès de l'AMEL dans une charte de partenariat pour l'emploi des seniors, voilà, qu'on a renouvelé l'année dernière. Voilà, donc ces dispositifs concernent particulièrement les salariés de plus de 45 ans. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, les objectifs de l'accord, donc concrètement, il y en a 6. Donc prévenir toute forme de discrimination liée à l'âge, favoriser l'anticipation, l'évolution des carrières professionnelles, permettant la construction des parcours, voilà, valorisant, qualifiant tout au long de la vie professionnelle, bien sûr maintenir l'engagement des salariés, poursuivre l'amélioration des conditions de travail, prévenir les risques professionnels et promouvoir la santé au travail, développer les actions permettant la transmission. Tout à l'heure, on parlait de transmission des savoirs et des compétences. Bien sûr, une chose très importante, surtout au sein voilà, d'un établissement comme le nôtre, où il y a des spécificités assez pointues, et proposer des aménagements de fin de carrière et d'accompagnement entre l'activité et la retraite. Donc les dispositions mobilisées, donc je vous propose quelques dispositifs que nous avons intégrés à notre accord salarié expérimenté. Donc le premier, c'est l'entretien professionnel de seconde partie de carrière, qui va vraiment être dans le volet plus repérage. Donc il est proposé pour les salariés de plus de 45 ans. Il vise à examiner les perspectives de développement, de carrière et de réorientation. C'est vrai que ça va permettre de faire le point sur les éventuels besoins en termes de poste, d'horaire, mais aussi de dégager du temps pour la transmission. Nous avons mis récemment en place une échelle qualité de vie et conditions de travail, donc sur 5 axes. Donc l'articulation vie privée, vie professionnelle, l'environnement et l'ambiance de travail, donc qui comprennent le bruit, la luminosité, donc c'est vraiment l'environnement du poste de travail, l'organisation du travail, les relations au travail et la santé au travail. Suite à cette campagne, on va exploiter les données, notamment moi, voilà, et si nécessaire, pouvoir proposer des plans d'action, bien sûr en partenariat avec le management. Ça peut être par exemple le déclenchement d'une étude de poste. Voilà, on peut vraiment mettre en place un certain nombre d'actions. Donc voilà, c'est vrai que ça va permettre un repérage global des difficultés et puis pouvoir tout de suite réajuster voilà, et faire le nécessaire.
Ensuite, une seconde action, donc là, on est sur la promotion de la culture prévention et de la QVT. On est là sur une action de renforcement des compétences en matière de prévention des risques pour les managers, voilà, pour vraiment, notamment les nouveaux managers, pouvoir vraiment leur faire prendre conscience de l'importance de partager ces questions de santé au travail au sein de leurs équipes. Également, donc la dynamisation des acteurs de prévention des TMS. Donc c'est vrai que les TMS, globalement, sont de loin les maladies professionnelles reconnues les plus fréquentes. C'est tout à fait le cas chez nous, notamment pour tout ce qui concerne la manutention des patients, aussi pour toute la partie logistique. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un groupe de lutte contre les TMS pluridisciplinaire. On retrouve quasiment tous les corps de métier dans ce groupe. Et ce groupe a pour objectif donc d'identifier les situations à risque, remontées par l'ensemble des participants, mais aussi par le médecin du travail, par les managers, déclencher des études de poste. On a mené récemment 5 ou 6 études de poste au sein de l'activité logistique, voilà, puisqu'il y avait des difficultés, pas mal de restrictions médicales. Donc on a pu mener avec le groupe ces études de poste. On va en faire des plans d'action qu'on va prioriser, voilà, qu'on va pouvoir mettre en place en achat de matériel, en organisation, en tout cas faire en sorte que ça change, voilà, dans le but forcément de réduire au maximum l'apparition des TMS. Également un sujet important au sein de notre structure, c'est la pénibilité du travail de nuit. C'est vrai qu'on sait que le personnel de nuit est plus susceptible de déclencher, de développer des maladies dues à ce travail. C'est pour ça que le personnel de nuit est prioritaire pour accéder à des postes de jour, et on va l'y préparer grâce à un parcours professionnel qui va comprendre notamment des mobilités de jour afin qu'ils puissent avoir l'ensemble des compétences et les capacités pour avoir un poste de jour. Ensuite, il y a la réalisation d'un bilan de prévention. Donc là, c'est vraiment ciblé pour les salariés de 55 ans et plus. Donc en lien avec l'AGICARCO, on va permettre aux salariés donc de s'absenter donc dans la limite de 4 heures. Bien sûr, cette absence sera rémunérée pour pouvoir organiser un bilan de santé complet et de bénéficier d'un parcours personnalisé de prévention. Donc ça peut comprendre un accompagnement individuel ou bien collectif, voilà, par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'audition. Donc ça, on pousse vraiment sur ce dispositif-là afin de le faire connaître et que le maximum de salariés puissent en bénéficier. Et dernier dispositif que je voulais vous présenter, donc là on est plus sur le volet prévention des inaptitudes par rapport à l'employabilité. C'est la mise en place d'un groupe de travail qu'on a nommé Action Maintien Emploi. Ce groupe de travail est composé du médecin du travail, de la responsable développement des compétences, de la responsable emploi, de la DRH et de moi-même. La mission du groupe, c'est de proposer des mesures préventives d'aménagement de poste, des actions de formation ou autres, telles qu'une mobilité, en vue de favoriser l'aptitude et le maintien en emploi des salariés, et en particulier des salariés âgés. On va également, durant ces réunions, faire un point sur les salariés qui sont en arrêt, en absence depuis plus de 3 mois. Voilà, donc en fonction des situations, on va pouvoir mobiliser des dispositifs d'accompagnement, tels qu'un bilan de compétences, un CEP, donc un conseil en évolution professionnelle, un essai encadré, des informations par rapport aussi à la visite de pré-reprise, qui est pas encore assez utilisée aujourd'hui. On va également faire le relais avec des partenaires comme le Cap Emploi, voilà, dans le cadre de salariés qui auraient une RQTH. Et du coup, on essaye de se réunir à peu près une fois tous les mois et demi, quand on arrive à rassembler l'ensemble des acteurs. Du coup, l'idée du groupe, c'est de pouvoir avoir des situations qui sont ramenées par le médecin du travail ou par un membre de l'équipe. C'est vrai que moi, je suis sollicité de plus en plus par les salariés lors d'entretiens individuels qui me font part de difficultés, de besoins d'aménagement. Donc, je peux remonter l'ensemble de ces situations-là par rapport à l'intérieur de ce groupe, et du coup, on peut formuler des plans d'action, les proposer aux salariés, et puis ensuite pouvoir les suivre tout au long des différents échanges. C'est vrai qu'aussi par rapport aux salariés qui sont
en absence depuis plus de 3 mois. L'idée, c'est de pouvoir anticiper la reprise lorsque le moment est venu, bien sûr. Voilà, et pas se retrouver du jour au lendemain avec un salarié qui revient, qui est en arrêt depuis 1 an, dire au manager, bah voilà, il revient, par contre, il a telle restriction, il peut pas, voilà, faire tel horaire ou porter telle charge. Voilà, l'idée, c'est de pas mettre en difficulté l'ensemble des acteurs et de pouvoir anticiper et de préparer la reprise, voilà, qui est un moment vraiment très important pour les équipes, pour le manager, pour le salarié, voilà, et pour l'employeur. Pour conclure, bon, on peut voir à travers ces différents dispositifs qu'il est primordial de mobiliser l'ensemble des acteurs de la prévention des risques. On voit qu'à chaque étape de la carrière professionnelle, la prévention et l'accompagnement sont au cœur des préoccupations, avec des dispositifs particuliers en fonction des situations. Donc là, je vous ai présenté les quelques dispositifs, parce que j'ai pas pu tout présenter concernant les salariés expérimentés. Également, on est en train de préparer un accord pour les salariés ayant un handicap, voilà, pour pouvoir proposer un accompagnement plus personnalisé et plus poussé, également pour les salariés qui ont des restrictions médicales. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Le Goupil, pour votre présentation. On retient probablement l'importance de la concertation sur le sujet. Vous nous avez donné à voir la diversité des actions, le tout pour soutenir finalement un accompagnement de qualité au travail, dans l'exercice du métier. Je laisse la parole à Catherine pour la suite. Mais le son, Catherine, pardon. On ne t'entend pas. Le micro est coupé. Merci. Excusez-moi de remettre le son. Merci. Donc, on va accueillir maintenant Virginie Darras. Alors, merci de votre présence et de votre participation à ces échanges. Alors, côté enseignement, formation au CNAM, comment cette thématique senior résonne-t-elle en formation? Alors, première question, l'intergénérationnel au CNAM, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Alors, merci beaucoup pour l'invitation également. Alors, l'intergénérationnel au CNAM s'attaque avec une double casquette. D'abord, d'un côté interne, c'est-à-dire dans un premier temps, comment on gère dans notre structure cette notion d'intergénérationnel au sein de nos propres promotions. Et puis, avec une seconde casquette, c'est comment, d'un point de vue pédagogique, on sensibilise nos futurs responsables des ressources humaines à la notion du vieillissement des actifs au travail. Alors, je vais passer rapidement sur le premier volet de la mixité au sein de nos groupes. C'est vrai qu'en formation, on a la notion d'intergénération, puisque nous avons à la fois des actifs en reconversion professionnelle qui peuvent être âgés de 30 à 50 ans environ, et puis ils sont mélangés dans nos groupes avec des jeunes qui sont issus de la formation initiale et qui ont une vingtaine d'années post-BTS. Et donc ça, c'est comment on fait pour qu'au sein de ces groupes, le climat soit au travail et que ce soit favorable à l'apprentissage. Alors, nos seniors souvent arrivent en formation suite à un bilan de compétences pour la plupart. Donc, c'est un projet qui est mûrement réfléchi. Et donc, ils sont particulièrement investis dans ce projet de reconversion professionnelle. Et ils cohabitent avec des plus jeunes qui sont là plus par injonction, j'ai envie de dire, à poursuivre ces études, donc avec une pression sociale et familiale, et qui parfois arrivent en formation avec un projet professionnel un peu moins clair, un peu moins défini. Et donc, comment faire pour que ce groupe finalement cohabite tout au long de l'année? Alors, il y a des principes assez simples. Moi, j'ai retenu 3 facteurs clés qui permettent cette inclusion et finalement cette qualité de vie pendant une année dans laquelle ils cohabitent. Alors, le premier qui est le plus évident, c'est qu'ils ont un objectif commun. Ils veulent réussir leur année et obtenir un diplôme en fin de parcours. Et ça, c'est un élément clé qui fait qu'il y a un climat favorable au travail. Le deuxième facteur est de lutter contre, Madame Thébault l'a dit, les idées reçues, lutter contre les stéréotypes. Et le premier qui m'est venu à l'idée quand j'ai préparé cette présentation, c'est la notion de fracture numérique
qui consisterait à croire que nos seniors, finalement, sont plus éloignés du monde digital que nos jeunes générations. Alors, je l'ai rarement constaté au CNAM, finalement. Et cette notion de digital, eh bien, elle est sur deux aspects aussi. C'est nos jeunes générations qui sont hyper à l'aise avec les réseaux sociaux. Alors ça a son importance dans une structure, dans une entreprise, quand on veut rendre visibles ses actions. Ils sont très à l'aise avec les posts sur Indeed, sur LinkedIn, donc en futur RH, ça a son importance. Par contre, nos seniors, finalement, eux sont plus à l'aise avec la maîtrise du pack-office. Ils ont un vécu en entreprise et souvent, ils maîtrisent davantage finalement les outils de tous les jours dans son quotidien, comme peuvent l'être Excel et Word. Et donc là, on a une notion de réciprocité qu'évoquait Madame Thébault, et ça prend tout son sens dans la mutualisation des connaissances. Ce qui m'amène naturellement au troisième facteur clé de réussite et d'inclusion, c'est de prendre conscience des apports bénéfiques de la mutualisation des connaissances de chacun. Et les seniors sont souvent moteurs dans nos groupes, puisqu'ils ont, de par leur vécu, ils ont des échanges de professionnels à professionnels avec nos intervenants, et donc ça enrichit finalement les échanges, et nos plus jeunes générations bénéficient de tout ce parcours qu'ont pu avoir nos seniors. Donc dans ce contexte, on comprend qu'effectivement l'hétérogénéité des groupes, ça prend toute sa valeur. Donc ça, c'est la première casquette au sein du CNAM, comment on les fait cohabiter, j'ai envie de dire. Et puis, la deuxième fonction importante, c'est comment on prépare nos futurs responsables des ressources humaines à cette thématique-là. Alors, on constate depuis quelques décennies, j'ai oublié, c'est moi qui ai la main sur le diaporama. On constate depuis quelques décennies que la fonction RH, elle a perdu des tâches historiques. Des tâches historiques comme la gestion de la paye, le recrutement ou bien la fonction de juriste, pour lesquelles on fait appel à des experts externes. Et donc, cette externalisation a redonné une dimension stratégique à la fonction RH, en passant notamment par la mise en œuvre d'une stratégie de diversité qui consiste à lutter contre toutes les formes de discrimination. Et donc, au sein du CNAM, comment ça se concrétise ? Eh bien, il y a 3 unités d'enseignement qui jalonnent le parcours de nos Bac+5. Alors, ces 3 unités d'enseignement, la première, c'est une unité qui est articulée en cycle de conférences. Donc, on invite des experts dans différents domaines. Et historiquement, on invitait des experts pour aborder les notions de non-discrimination autour des discriminations sociales, religieuses, ethniques, comment on aborde la notion de laïcité en entreprise, comment on gère la discrimination sexuelle pour avoir une notion d'égalité entre les hommes et les femmes, et on abordait moins la notion d'intergénération. Et cette année, cette notion devient une notion importante et au cœur des préoccupations de nos futurs RH, à laquelle ils seront confrontés. Et c'est à ce titre que l'on organise une conférence en collaboration avec l'ARACT et qui va animer un séminaire autour de l'accompagnement des seniors en fin de carrière. Donc, une deuxième unité d'enseignement qui prépare nos futurs RH. Cette unité d'enseignement aborde la notion de la gestion de la diversité en ressources humaines. Alors, l'objectif pédagogique de cette unité, c'est l'enseignement des pratiques de gestion de ressources humaines et de management qui visent à prévenir les discriminations et à favoriser l'égalité professionnelle, donc entre les hommes et les femmes, mais aussi en termes d'inclusion, de bien-être pour toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité, leur état de santé. Monsieur Goupil, le Goupil a largement abordé ce sujet. Et puis, évidemment, quel que soit leur âge. Donc, cette unité, elle intègre spontanément, naturellement, la notion d'accompagnement des seniors en fin de carrière. Et elle aborde les points suivants, notamment identifier les stéréotypes qui sont à l'origine des discriminations. Comment on pose un diagnostic sur les discriminations dans sa propre structure, dans sa propre entreprise. On donne les clés pour recruter sans discriminer. On donne également les clés pour lutter contre les discriminations dans l'évaluation de nos collaborateurs et la rémunération. Et puis, inciter et comment développer un management inclusif.
Voilà. Donc cette unité, elle est fondamentale, évidemment, et notamment sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. La troisième unité d'enseignement qui aborde ce sujet est un petit peu plus générique, enfin en tout cas plus générale, elle est plus large. C'est l'unité qui tourne autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais néanmoins, elle nous permet de travailler le sujet qui nous occupe aujourd'hui, car elle vise à comprendre et à être en mesure, en tant que responsable des ressources humaines, de décliner dans l'entreprise les principes de base de la RSE. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Dans ces principes de base, nous retrouvons les notions d'accompagnement des seniors, puisque on y aborde les clés de la mise en place d'un système de management de l'entreprise par les valeurs. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire un management de valeurs non discriminant et les valeurs d'inclusion. Donc, en quoi cela consiste concrètement ? Ça consiste à donner, j'y vais, entre mes deux écrans, c'est un petit peu plus compliqué, pardon. Donc ça consiste à quoi ? Ça consiste à donner les bases à nos futurs responsables des ressources humaines pour lever en termes de recrutement les freins à l'embauche qui vont tourner principalement autour de deux grandes thématiques envers les seniors. C'est voilà, de penser qu'ils puissent être davantage dans la résistance au changement, et puis cette fracture numérique que j'abordais tout à l'heure, qui finalement sont des idées reçues à l'embauche qu'il faut lever évidemment dès le démarrage, et puis travailler aussi sur la notion des transferts de compétences entre les générations, qui a été largement vue et exposée par Madame Thébault. Voilà. Et puis le dernier point abordé dans cette unité d'enseignement, ça va être la mise en place de politiques de reclassement et qui renvoie à la notion de pénibilité au travail qui a été abordée par Monsieur Le Goupil. Et c'est vrai que certains de nos auditeurs ont été ont été confrontés à cette problématique lors de leurs alternances. Et ils ont été confrontés à ces problématiques puisqu'ils étaient dans des groupes industriels tels que Renault ou ArcelorMittal, et donc confrontés à ces politiques de reclassement et ces politiques d'études, d'analyse de poste, d'analyse de travail, et comment on accompagne les gens pour qu'ils puissent être le plus longtemps possible aptes à pouvoir travailler et à participer au collectif, ou bien comment on fait pour effectivement les reclasser et les accompagner dans cette troisième carrière professionnelle. Voilà, donc ces trois unités d'enseignement, elles permettent de former, j'ai envie de dire, nos futurs responsables des ressources humaines à la question fondamentale et actuelle de l'accompagnement des seniors en fin de carrière. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Darras, pour votre présentation. À la suite, d'ailleurs, je crois qu'il y a une question sur le chat d'Hélène qui souhaiterait mieux identifier les 3 modules du CNAM auxquels vous faites référence. Donc, alors, est-ce qu'il est possible de renvoyer par votre intermédiaire les fiches pédagogiques qui sont très détaillées sur chacun des modules ? Alors, sur le cycle de conférence, ça l'est moins puisque c'est vraiment selon mes propres rencontres, selon les besoins identifiés des entreprises. Donc, ce module est moins structurant et donc peut-être un petit peu moins détaillé, mais les modules qui reprennent le descriptif de la responsabilité sociétale des entreprises et la gestion de la diversité RH est particulièrement bien développé. Donc ça, je peux effectivement le déposer. Alors, peut-être, bien sûr, ça reste possible, mais peut-être un échange plus direct entre Hélène et vous, Madame Darras, par l'intermédiaire du CNAM, permettrait pour elle d'avoir l'ensemble des éléments. Est-ce que cette personne peut se retourner vers le CNAM pour avoir les informations complémentaires sur les modules dans ce cas-là ? Sans aucun problème. Il me semble que mes coordonnées, elles ont été diffusées dans le PowerPoint. Il n'y a aucun souci. Mon adresse mail est disponible, donc je répondrai à toutes les questions.
Merci beaucoup, Madame Darras, et on espère avoir répondu du coup à la demande d'Hélène. Du coup, sur l'approche que vous évoquez, hein, on voit bien finalement sur ces deux pans de la transmission des compétences et la question de l'emploi des salariés expérimentés ou en deuxième partie de carrière, sur l'approche RSE, le pilier social, avec deux dimensions centrales, hein, la formation tout au long de la vie avec deux prismes, hein, l'employabilité des personnes et à l'ANACT, on dirait aussi l'employeurabilité, hein, c'est-à-dire le devoir ou la question de l'engagement de l'employeur pour maintenir ce niveau de compétence permettant l'agilité professionnelle des collaborateurs et en même temps la dimension inclusion des publics, hein, en sachant que c'est jamais très bon de faire des clivages, hein, bien évidemment junior, senior, mais vous avez tout à fait fait le lien justement pour éviter ce clivage sur la dimension intergénérationnelle qui est soulignée aussi dans les publics de vos stagiaires appelés auditeurs au CNAM. Donc un grand merci pour votre présentation également, Madame Darras. Nous voulions, à la suite de vos témoignages, apporter quelques éléments peut-être de synthèse ou repères avant la fin de ce webinaire. On va remettre peut-être en plein écran, merci, le PowerPoint. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Cela dit, y en a-t-il d'autres, Delphine ou Catherine? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, bon. Vous pouvez toujours encore les poser dans l'onglet questions si vous en avez d'ici à la fin de ta présentation, Catherine. D'accord, merci. Du coup, peut-être deux slides de repères, 6 points de vigilance sur la question de l'accompagnement des parcours qui sont évoqués ici avec ces 6 bornes. Le premier point de vigilance concerne l'embauche et notamment la lutte contre les préjugés, quel que soit finalement le profil de l'interlocuteur recruté. Le deuxième point de vigilance concerne au moment du recrutement l'attention sur le onboarding ou plutôt parfois le pré-recrutement, certains diraient, et donc des modalités qui peuvent se mettre en place, mais Madame Thébault nous soulignait aussi qu'avant même de s'intéresser aux modalités de transmission qui peuvent être le parrainage à fonction tutorale, le mentorat ou autre, il y a vraiment l'objet premier qui est s'intéresser à ce que l'on veut transmettre ou ce qui est essentiel de transmettre pour favoriser l'intégration et donc on abonde tout à fait dans cette voie-là, bien évidemment. Troisième point de vigilance, une approche GEPP, gestion des parcours professionnels avec une dimension accompagnement individuel des collaborateurs, mais aussi, ou et complémentairement, une approche GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou GPEEC, gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences pour la fonction publique, auquel on pourrait ajouter un petit A à la suite, c'est-à-dire et des âges. Donc, se pose ici la question de l'organisation, de la façon dont les populations sont identifiées au sein des organisations et en termes de prévention, du repérage anticipé des compétences qu'on risquerait de perdre, en particulier au moment du départ à la retraite, mais pas que, pour travailler au maintien de ces compétences en interne, pour la survie aussi, le développement des organisations. Quatrième point de vigilance, prévenir l'usure professionnelle. Attention donc à la deuxième partie de carrière. Attention aussi aux situations où le collaborateur revient après une absence longue durée. Ça peut être un arrêt maladie, mais ça peut être aussi une absence pour congé maternité, paternité, congé parental, congé sabbatique, congé formation ou autre. Finalement, tout a changé au sein de l'organisation et il convient finalement de réacculturer peut-être ou de donner les clés pour que ce collaborateur puisse retrouver ses marques dans un environnement qui a changé entre le moment où il l'a quitté et le moment où il le retrouve, même si c'est bien évidemment la même structure. Cinquième point de vigilance concernant les aménagements des parcours et la transition entre l'activité professionnelle et la retraite. Là, on va y retrouver, bien évidemment, tout au long du parcours. Et peut-être là, on peut le souligner, mais c'est tout au long du parcours, cette question de l'ajustement des compétences à l'évolution des métiers et des emplois, et aussi des dispositifs ou des moyens que l'on peut activer, qui peuvent relever de la VAE et de VAP, par exemple, pour asseoir ou conforter ce parcours professionnel.
Le 6e point, c'est comment garder le savoir-faire en interne et donc comment gérer la transmission des compétences et en particulier au moment peut-être fatidique où le collaborateur va nous quitter, en sachant que la réforme en fait liée à l'allongement de la vie professionnelle et à la retraite fait qu'on ne met plus à la retraite et que cette décision de partir appartient au collaborateur. Donc forcément, ça laisse un petit peu de flou sur le moment auquel le collaborateur nous quittera, mais raison de plus pour anticiper finalement ce transfert ou cette transmission des compétences le plus en amont possible. Nous avions complémentairement à ces 6 points de vigilance identifié 3 repères pour agir sur les compétences et la santé au travail. D'une part, vous l'avez bien compris, s'intéresser aux situations réelles de travail. Donc, accompagner aussi les managers, les encadrants, les personnes en proximité avec ses collaborateurs pour s'atteler à repérer en fait ce qui se vit réellement dans l'activité de travail. On est sur du travail réel et non pas le travail prescrit ici, pour en saisir tout le sens et la complexité, bien évidemment, et puis la façon dont on peut soutenir le collaborateur et travailler à la montée ou l'ajustement des compétences, la transmission des compétences. Deuxième repère, c'est entretenir et soutenir la qualité des échanges. Monsieur Le Goupil nous l'a bien montré, au travers des actions qui sont portées, il y a plusieurs acteurs, un écosystème d'acteurs qu'on fédère pour travailler sur ces thématiques et problématiques. Donc, ça renvoie à la qualité du dialogue professionnel entre les acteurs et la qualité du dialogue social, notamment avec les organisations syndicales ou les instances représentatives du personnel, en particulier quand on va vers les mises en œuvre d'accords d'entreprise, mais bien sûr pas exclusivement sur ce sujet-là, vous l'entendez également. Troisième repère, repérer les situations complexes. Mener une activité professionnelle, c'est potentiellement être confronté à un certain nombre de difficultés ou se trouver parfois à des zones d'inconfort dans l'exercice de l'activité. Et donc, repérer ces situations inconfortables ou complexes pour le collaborateur permet d'agir le plus en amont possible pour lui permettre d'être plus à l'aise dans son activité et de se développer donc en santé et performance finalement au travail. D'un point de vue pratico-pratique, eh bien, on pourrait imaginer un tableau à double entrée, mais celui-ci n'est absolument pas exhaustif, c'est juste quelques repères. Que vous soyez employeur ou salarié, finalement, des choses peuvent être engagées sur le volet formation et sur le volet santé. À l'image, finalement, à l'effigie de l'employeur, sur le volet formation, on va penser systématiquement au plan de développement des compétences, plan de formation, ex-plan de formation, aux actions qui sont portées par des partenaires comme Transition Pro, mais aussi les OPCO ou l'OPCO en particulier, rattachés à la branche professionnelle de l'entreprise. On peut aussi aller voir vers les dispositifs Transco, qui accompagnent les transitions collectives. Donc là, ça concerne plutôt les entreprises dont le cœur de métier évolue considérablement, voire se positionne sur un nouveau pan d'activité. Et on a des opérateurs qui peuvent accompagner ces reconversions professionnelles collectives. On a également la VAE, la VAP pour le volet formation côté employeur. Côté salarié, la mobilisation du CPF, le contact aussi avec l'OPCO de rattachement, Transition Pro qui permet l'accompagnement des parcours individuels, le projet de transition professionnelle, PTP, également la VAE, la VAP. Sur le volet santé, les services de santé au travail, la CARSAT qui, au service des TPE-PME et des autres comptes, mais pour la TPE-PME, peut apporter un appui ou une aide financière. Ou une aide financière. Et puis, on va retrouver aussi l'importance côté employeur de l'entretien de liaison, dont on parle parfois finalement peu, mais qui peut s'avérer tout à fait opportun. Côté salarié, on va retrouver les services de santé au travail, on va retrouver l'intérêt de la visite de pré-reprise, encore faut-il l'expliquer, puisqu'elle peut aussi affoler un peu le collaborateur qui est encore en arrêt maladie et qui ne se sent pas toujours prêt à reprendre. Mais là, on anticipe en fait une reprise d'activité pour étudier les moyens de rendre cette reprise de poste plus facile. Bien évidemment, les Cap Emploi et d'autres structures, il ne s'agit là que de quelques repères pour vous montrer finalement l'approche systémique sur cette question de la formation et du volet prise en charge de la santé au travail.
Pour compléter, Catherine, tu veux dire un petit mot sur l'offre de service ARACT? Rapidement, oui. Alors je l'avais déjà évoqué en début de webinaire. Notre offre de service, elle est très variée. Hein. Ça passe par l'accompagnement d'entreprises, alors avec on privilégie principalement les interventions TPE-PME, mais pas seulement. On réalise des ateliers de formation et de sensibilisation du collectif. Sur la thématique senior, on a animé plusieurs ateliers avec des fédérations professionnelles, des syndicats d'employeurs, des syndicats de salariés ou encore des groupements d'employeurs. Voilà, on a également une offre de formation catalogue qui est assez conséquente, puisque nous sommes un organisme de formation certifié Calliope. Et puis, on peut également faire des formations et adapter l'ingénierie, bien sûr, aux besoins des entreprises. Alors, vous avez ici, pour mémoire, les contacts que vous pouvez avoir à la RAT. Alors, nous avons oublié Joël Vandemort, qui doit, je crois, participer à ce webinaire. Voilà, on s'en excuse, hein, Joël. On va rajouter, bien sûr, ton mail dans le slide que nous allons adresser aux partenaires. Voilà. On a également, pardon, j'ai oublié, des modules de e-learning. On a développé des modules de e-learning, donc 2 principalement sur la question senior et gestion des âges. Donc, c'est anticiper la gestion des âges des salariés, un indicateur de performance pour l'entreprise. Et puis également celui sur la prévention des situations de pénibilité au travail. Donc, ces 2 modules sont accessibles sur le site de la RACT de France. Voilà. On a également une documentation senior avec cette référence bibliographique. On a rajouté aussi à la fin de notre présentation les références bibliographiques sur la transmission professionnelle que nous a adressée Jeanne Thibault. Donc, je la remercie. Voilà, vous pourrez la trouver également à la fin de cette présentation. Peut-être pour conclure, voir si nous avons d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Très bien. Catherine? Ce webinaire se termine. Je laisse la parole à Delphine Legrand pour cette fin de matinée. Merci. Eh bien, écoutez, merci à tous les intervenants et merci d'avoir respecté le timing, surtout. Je vous envoie dans la foulée le PowerPoint et puis un petit questionnaire de satisfaction aussi. Si vous pouvez consacrer 2 minutes à y répondre, ce serait très gentil. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à tous. À bientôt, au revoir. Merci. Bonne journée, merci à chacun de vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.